On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, Marine Le Pen est attendue en Guyane demain et la classe politique sort de son silence aujourd'hui. Les parlementaires et le président de la CTG appellent la population à la vigilance. Ils mettent en garde contre les promesses du Front National. Vous les entendrez dans ce journal. Les élèves de l'école Léopold Eder peuvent à nouveau jouer sur leur plateau sportif. Après 7 mois de travaux, l'aménagement optimisé leur a été ouvert aujourd'hui. Il aura mobilisé 700 000 € dans le cadre de la rénovation urbaine à Cayenne. Et puis le lycée agricole de Matitia a ouvert ses portes aujourd'hui. Une journée pour faire découvrir au grand public ses programmes et ses produits bio du terroir guyanais cultivés sur place. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pacte d'avenir revient à l'Assemblée nationale. Après Chantal Berthelot, la semaine dernière, le député Gabriel Serville est intervenu cet après-midi lors de la séance de questions-réponses au gouvernement. Il s'est adressé à la ministre des Outre-mer, l'exhortant à tout mettre en œuvre pour une signature rapide du texte qui prévoit de grands chantiers pour le développement de la Guyane. Voyez plutôt quelques extraits de son intervention. Le pacte d'avenir promis par le président de la République devait constituer une réponse, même partielle, à ces problématiques. Or, à ce jour, ce pacte n'est toujours pas signé et j'ai bien peur que le retard accumulé ne nous dirige vers des désordres sociaux. Sur le terrain, les compréhensions se transforment en inquiétudes. J'en appelle donc à l'exercice collégial d'une responsabilité politique afin d'accéder rapidement à la validation d'un document aux ambitions partagées. Car, voyez-vous, la nature ayant horreur du vide, c'est la présidente du Front National en déplacement en Guyane du 15 au 18 décembre prochain qui tentera de s'ériger un remède universel pour soigner les maux de ce territoire. Ne pas répondre à ces attentes consisterait à installer la Guyane entre le poison et les griffes mortifères du Front National, dont le mensonge et les caricatures sont les marques de fabrique. Vous le savez que je mesure pleinement l'urgence à laquelle vous faites allusion. En matière de sécurité, le gouvernement est particulièrement actif et vigilant. Le préfet a reçu l'ensemble des élus et en particulier les maires pour une conférence locale de sécurité le 9 décembre dernier. Suite aux engagements du président de la République, un pacte d'avenir a été élaboré à partir d'une large concertation. Je rappelle que ce texte répond aux enjeux de développement pour les années à venir avec des orientations stratégiques ambitieuses et des mesures très concrètes pour les Guyanais. Je vous confirme que l'État souhaite que le pacte d'avenir pour la Guyane soit signé dès que possible. Une version retravaillée avait fait l'objet d'un accord explicite le 22 novembre dernier, à l'issue d'une réunion entre les parlementaires, mon cabinet et le président de la collectivité territoriale de Guyane. Celui-ci a finalement souhaité poursuivre la discussion. À moins de 24 heures de la visite annoncée de Marine Le Pen en Guyane, la classe politique se réveille et alerte la population. La présidente du Front National n'est pas la bienvenue, c'est en tout cas le message. Parmi les déclarations, les 4 parlementaires ont rédigé un communiqué. Ils invitent les Guyanais à ne pas céder au chant des sirènes. Le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, annonce quant à lui qu'il ne la recevra pas. On écoute Chantal Berthelot au micro de Caroline Alcide. L'idéologie du Front National n'est pas du tout une idéologie qui a des valeurs qui correspondent à l'histoire, à la culture de la Guyane. Et c'est important à le rappeler à nos compatriotes. Nous sommes fondés notre histoire sur, sur l'accueil, sur la tolérance, la solidarité, le partage, sur lequel nous devons rester. L'idéologie du Front National, c'est l'exclusion de l'autre, c'est l'intolérance, la xénophobie, le sexisme, l'homophobie et le repli sur soi. Mais il ne faut pas, répondre aux sirènes du Front National avec une idéologie, encore une fois, qui amène à l'intolérance, au rejet de l'autre, au repli sur soi. C'est pas comme ça que la Guyane va se construire et c'est pas comme ça qu'elle s'est construite. Nous sommes ce tout le monde dont parlait Glissant et c'est ça notre histoire et notre visage. Donc c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer pour dire non à l'idéologie du Front National, non à un vote Front National en Guyane. Pour ma part, j'ai des valeurs fondamentalement à gauche.
des valeurs de liberté, des valeurs de république, de démocratie. À ce jour, je ne crois pas dans ces documents avoir vu ces valeurs. Je vois quelqu'un qui se veut le porte-parole de la souffrance, porte-parole d'un populisme et non véritablement d'idéaux. Et ce que nous devons aujourd'hui par rapport à ces luttes de mondialisation, ces luttes de radicalisation, notamment de l'islam, aujourd'hui il est important que nous revenions à ces racines du grand idéal de l'être humain, dans ses valeurs de tolérance, dans ses valeurs d'universalité. En bref, 2 candidats aux dernières élections à la collectivité territoriale viennent d'être épinglés par la Commission nationale des comptes de campagne et de financement public. Il s'agit de Muriel Icaré-Nourel et de Silvio Létard. Leurs comptes de campagne ont été rejetés par la Commission nationale. Les 2 candidats sont désormais inéligibles à toute élection pendant 1 an. On poursuit en Guadeloupe où la défiance de la population envers la politique atteindrait un nouveau record. Selon un récent sondage de l'Institut Qualistat, seuls 24% de la population dit avoir confiance en la classe politique. Mais un élu tire son épingle du jeu. Il s'agit de l'actuel président de région, Harry Chalus, qui a même vu sa cote de popularité grimper de 4 points. Les détails de ce baromètre avec Nathalie Dinan. Même si les Guadeloupéens ne font pas au plus confiance aux hommes et femmes politiques qui nous dirigent, 74% des personnes interrogées aiment Harry Chalus. Le président de région, élu depuis 1 an, conforte sa position de personnalité préférée des Guadeloupéens. C'est le résultat du sondage réalisé par Qualistat entre le 3 et le 13 novembre, à partir des réponses de 501 individus âgés de 18 ans et plus, 46% d'hommes et 54% de femmes. À la lecture, il s'avère que le chômage et l'emploi demeurent les priorités des Guadeloupéens. Suivent les problèmes liés à l'eau, l'éducation, la santé et en bas de tableau, la quête identitaire. Ce manque de confiance en la classe politique est en constante augmentation depuis 2006, avec un pic en mars 2015, lors des élections départementales. 37% ont réaffirmé leur confiance en Harry Chalus pour construire l'avenir du pays. Il est suivi de loin 5% par Josette Borel-Lincertin, président du département, du député Victorin Lurel, 4%, Olivier Servat, 2%, Harry Durimel et Gabriel Louis Carabin, 1%. En termes de notoriété spontanée, quand on demande aux gens de citer le nom d'une personnalité politique, Harry Chalus arrive encore en tête. Il est suivi de Victorin Lurel, Lucette Michaud-Chevry, Gabriel Louis Carabin, Éric Jalton, Marie-Luce Panchard, Jacques Bangou, pour ne citer que ceux-là. Chez nous, l'ancien Premier ministre du Bénin est de passage. Lionel Zinsou effectue une visite de 4 jours pour promouvoir la création d'une fondation sur la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Accompagné d'un inspecteur général de l'administration, il rencontre les différents acteurs pour rassembler les avis sur le projet. Une mission confiée par le président François Hollande il y a quelques mois. On écoute les 2 hommes au micro de Jonathan Lariot. Cette fondation aura 2 objectifs. Le premier, c'est de réfléchir à la création d'un lieu muséographique, d'un espace pour les mémoires dans la capitale, puisque c'est ce qui ressort à peu près de toutes les demandes. Et la deuxième fonction, c'est d'être un petit peu un organe de facilitateur, un organe d'impulsion de toutes les initiatives mémorielles. Mais ce n'est pas une structure qui a vocation à supplanter, à concurrencer les autres structures. On veut que ce soit une fondation nationale, de portée nationale, correspondant à une cause nationale et qui permette de développer davantage la politique mémorielle dans ce domaine-là. On doit rendre compte de la société qui s'est construite en résistance, qui s'est construite dans le combat. Ce n'est pas parce que vous m'avez supprimé mon nom, vous avez changé mes convictions religieuses, vous m'avez traité comme un meuble que je n'ai pas construit en vous résistant une âme, une culture, une musique, une langue, une littérature. Et donc, il y a aussi tout ce sujet très intéressant dans nos cultures. La persécution n'a jamais empêché des êtres humains, et on l'a vu dans tous les exemples de persécution, de créer par la résistance des formes extraordinaires de culture. C'était un des projets de rénovation urbaine de la ville de Cayenne. Le nouveau visage du plateau sportif de l'école Léopold Eder, cité aux Lisettes, a été présenté ce matin. Après plusieurs mois de réaménagement, une rénovation offrant plus de confort aux scolaires et aux associations pour un coût total de l'opération à 785 000 €. Ayodele Germa. Basket et volleyball pour inaugurer ce nouveau plateau sportif. Pendant les 7 mois de travaux, les élèves ont dû patienter. Aujourd'hui, ils s'y mettent à cœur joie. On
est sur un projet de rénovation urbaine qui comprend différents secteurs. Donc on est sur 5 secteurs. Le secteur de Léopold Eder fait partie du secteur 4, qui est celui de Lisette, sur lequel on a fait des aménagements, du logement et également donc de la réhabilitation et construction d'équipements sportifs. Donc il y avait déjà un plateau sportif existant qui était très usagé. Donc l'école, dans les besoins donc, de l'école, c'était de revoir essentiellement le sol. On y a construit un vestiaire, on a refait le sol et les lignes de jeu et on a équipé le terrain de nouveaux matériaux sportifs. En plus des 350 élèves de l'école Léopold Eder, 7 associations du quartier viendront s'entraîner ici. Désormais couvert, la pluie ne mettra plus fin aux cours d'éducation sportive. Ce plateau va pouvoir nous permettre de vaquer à toutes nos occupations en termes culturels, sportifs aussi surtout, parce que nous avons quand même des enfants du quartier qui l'utilisent régulièrement via les associations. Donc au niveau de notre école, nous avons comme d'habitude un planning de sport. Mais là, un bel équipement, effectivement, pour pouvoir étoffer les activités sportives que nous aurons. Voilà. Le planning d'utilisation du plateau sportif Léopold Eder est organisé par la mairie de Cayenne. Autre établissement, il accueille 200 élèves, dont 80 apprentis, et forme plus de 800 adultes. Le lycée agricole de Matiti a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. Comme chaque année à cette période, il propose de découvrir ses différentes filières et activités, mais aussi de savourer les produits du terroir guyanais cultivés dans leur serre. Découverte signée Jonathan Lariot. Cette serre renferme une partie du terroir guyanais. Et toutes ces plantes, ce sont les élèves du lycée agricole de Matiti qui les ont cultivées. De la plantation au traitement, aujourd'hui, tout a poussé. On a de la menthe, menthe pays, menthe vert. Vous avez du basilic, du grottes, tout ce qui est aromate. Après là, vous avez des plants de maracuja, des plants de tomates ici, des petites plants de jurement. Vous avez aussi de l'autre côté quelques plantes ornementales, des plantes de choux. Pas mal de petits plants déjà préparés, juste à vous arrivez chez vous, vous les plantez et c'est déjà fait. C'est là un des nombreux exemples de ce que produisent les élèves. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale, les portes de l'établissement sont ouvertes au public. L'objectif, permettre de passer outre les préjugés concernant les métiers de l'agriculture. On espère effectivement, en ouvrant nos portes, lutter contre les a priori, faire connaître aux gens la formation agricole et leur montrer que ce n'est pas que produire ce qui va constituer le contenu de leurs assiettes, mais c'est également tout le tissu socio-économique rural qui, quelque part, est impacté par notre offre de formation et par ces métiers de production agricole. Donc j'espère que ça contribuera au moins à cela. C'est aussi faire la promotion des produits du territoire guyanais. On sait que beaucoup de choses sont importées de métropole qu'on trouve dans les supermarchés, mais il y a un énorme potentiel en Guyane qu'il faut absolument développer. Et le souhait du plus grand nombre de quelques 200 élèves de l'école, c'est de continuer à découvrir le monde de l'agriculture. Une journée comme celle-ci, c'est aussi une occasion en or de mettre à la vente des produits finis. Une initiative qui permettra aux élèves de récolter des fonds et de se rendre à la foire agricole de Paris en 2017. Donc nous sommes en agriculture des régions chaudes, donc pour avoir la possibilité de découvrir autre chose et surtout le salon de Paris qui est immense on va dire et puis qui va nous faire découvrir énormément de choses qu'on ne connaît pas en Guyane. Il faut savoir que quand on est en CAP apprenti au lycée, ce n'est pas, on est apprenti, nous sommes considérés comme des salariés, donc personne ne nous force à venir, j'ai envie de dire, c'est sur le volontariat. Donc si je fais cette formation, c'est parce que je suis intéressée par l'agriculture et que par la suite j'aimerais en faire mon métier. Donc je pense que c'est le cas d'à peu près 95% de la classe. Une journée qui aura vu passer du monde, venu découvrir le monde de l'enseignement agricole ou encore simplement faire son marché. Le lycée agricole continue son chemin dans le développement de son attractivité. Direction la Martinique à présent avec une bonne nouvelle pour les baigneurs. 98% des eaux de l'île seraient de bonne qualité et conformes aux normes européennes. Ce sont les conclusions d'une étude menée par l'Agence régionale de santé révélée hier après 59 contrôles sur différents sites au cours de l'année. Le point sur cette étude avec Sabrina Doré et Michelet François. En ce mi-temps, malgré la météo capricieuse du jour, les touristes profitent de la moindre éclaircie pour faire trempette. Et pour cause, les atouts de cette plage, le sable fin et l'eau cristalline, semblent être des arguments irréfutables de la bonne qualité de l'eau.
Du moment que c'est transparent et qu'on voit que voilà, il n'y a pas beaucoup de bateaux, etc. et que c'est assez préservé, voilà, on se fie juste au visuel et au plaisir de baignade. La couleur, après, on essaye, on rentre les payer et on regarde tout simplement. On est arrivé de métropole hier et l'Anse Mi-Temps, ça reste toujours une qualité d'eau parfaite. Elle est plate, elle est calme, elle est chaude. Donc voilà, l'Anse Mi-Temps, c'est un vrai régal. Les gens qui se baignaient, j'ai vu qu'ils avaient l'air bien, qu'ils étaient... c'est ça, non ? Qu'ils étaient heureux, ils étaient bien, ils étaient au chaud, donc je me suis dit c'est bon, je peux y aller. Y aller, elle le peut, et ce, en toute sérénité. La plage de l'Anse Mi-Temps a une qualité d'eau comprise entre bonne et excellente selon les exigences européennes. De bons résultats enregistrés également sur 58 des 59 zones d'eau de mer testées sur une année. L'amélioration du traitement des eaux usées aux abords des plages serait une explication de ce classement positif. Le seul point rouge de la Martinique se trouve à l'Anse-Carritan. Il y a encore des progrès à faire sur la qualité de l'assainissement à Carritan. Ceci dit, c'est une zone qui est déjà connue depuis de nombreuses années, donc ce n'est pas une nouveauté dans cette carte. En tout, ce sont 1712 prélèvements qui ont été réalisés sur 20 communes. En plus des eaux de mer, 3 points d'eau douce ont été testés. Objectif, prévenir les risques sanitaires liés aux eaux de baignade. Alors, on fait des prélèvements, donc il s'agit de mesures bactériologiques notamment, mais pas que. On regarde un petit peu également l'état du plan d'eau, est-ce qu'il y a des traces d'huile par exemple, ce genre de choses. Mais c'est principalement donc l'état bactériologique des eaux, et ce que l'on va contrôler, c'est est-ce qu'il y a des entérocoques et des Escherichia coli, donc des germes de contamination fécale. Les contrôles de l'ARS ne concernent que les eaux de baignade. Les éventuels parasites qui se trouvent dans le sable, comme les vers de chien, n'entrent pas dans leur système de notation. Ils engagent les services sanitaires des municipalités. En Martinique, toujours, on s'intéresse à présent à la filière du café. Elle se porte plutôt bien et serait même très convoitée. Des représentants américains se déplacent pour surveiller une parcelle expérimentale mise en place au Morne-Vert. Objectif, nouer des liens commerciaux avec l'île. Le point avec Louis Sabas et Johan Boulard. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est très beau. Même sous la pluie battante, ils prennent soin de ces petits plants de café. Il s'agit de l'Arabica typica, une variété introduite il y a 4 siècles, mais oubliée depuis. Aujourd'hui, elle renaît sur les flancs du Morne-Vert, le fruit des travaux de recherche du CIRAD et du parc régional de Martinique en expérimentation sur cette parcelle de 300 mètres carrés. Une opportunité que saisissent ces agriculteurs qui parient sur le retour du café martiniquais. L'histoire du café, comment il a été rapporté à la Martinique, et on a vu que ce café a très bien surmonté le temps en Martinique, puisque quand même il restait quand même 3 pieds, je crois. Et le climat de la Martinique permet de faire absolument bien ce café. Et ils ont de bonnes raisons d'y croire. L'Arabica typica sort à peine de terre qu'il intéresse déjà une entreprise américaine. Les représentants du Lucy's Creole Café en sont à leur seconde visite dans l'île. Ils sont à la recherche d'un café d'excellence et suivent de près l'avancée des travaux en Martinique. Nous sommes très attentifs à ce projet. Nous voudrions faire produire les grains verts ici et les torréfier aux États-Unis parce que nous y avons un bon système de torréfaction. À terme, ce sont 12 tonnes de grains de café qui devraient être exportés vers les États-Unis. Alors, pour répondre à cette future juteuse demande, le parc naturel de Martinique multiplie les plants dans cette pépinière de casse-pilote. D'ici le mois prochain, ce sont 7000 plants de café qui grandiront ici avant de rejoindre des parcelles situées à Font-Saint-Denis et à Bellefontaine, en plus de celles du Morne-Vert. Une activité qui promet d'être lucrative tant ce café intéresse le marché. Certains pays spéculent déjà sur le produit. Actuellement, le cours du café mondial, c'est 3 € le kilo. Le Blue Mountain à la Jamaïque, c'est 25 $. Les Japonais nous proposent 30 € le kilo. Or, les Américains sont prêts aujourd'hui à aller un peu plus haut. Donc, il y aura une spéculation pour un café d'excellence, qui est un café de Martinique. Mais nous accompagnerons les agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent se structurer et qu'ils puissent répondre à la demande. C'est ça l'objectif. Le projet est financé par la CTM et le FEDER à hauteur de 150 000 €. Il entre dans le cadre de la diversification agricole et n'a pour l'heure pas la prétention de supplanter la banane ou la canne à sucre, mais de créer une nouvelle niche d'emploi.
Retour chez nous pour un peu de douceur avant de se quitter. Le jardin d'enfants Les Petits Géants a tenu ce matin à chanter Noël dans ses locaux, route de Montabaur. Outre l'ambiance assurée par les musiciens, cette année, un livret de recettes d'ici et d'ailleurs a été réalisé en étroite collaboration avec les parents. L'objectif étant de mettre en valeur la diversité de leurs origines avant de profiter de la dégustation. Ayodele Germanou met l'eau à la bouche. On invite toutes les familles et puis il y a toute la préparation en amont. Donc c'est vrai que là nous avons le tambourin Monsieur en cyclette et puis nos agents également qui participent activement au chanté Noël. Cette année, on a voulu apporter une petite touche originale à ce chanté Noël. Donc Noël représente le partage. Donc nous avons travaillé sur un projet avec les familles, donc une réalisation d'un livret appelé Cuisine d'ici et d'ailleurs. Donc le but c'était de représenter un petit peu toute la diversité culturelle qu'on retrouve en Guyane. Donc nous avons des parents originaires du Brésil, originaires d'Haïti, originaires d'Alsace. Et donc nous avons souhaité réaliser un livret de recettes avec eux. Et le clou, c'est que tout à l'heure nous allons passer à la dégustation de ces plats. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Marine Le Pen est attendue demain en Guyane et la classe politique sort de son silence aujourd'hui. Les parlementaires et le président de la CTJ appellent la population à la vigilance. Ils mettent en garde contre les promesses du Front National. Les élèves de l'école Léopold Eder peuvent à nouveau jouer sur leur plateau sportif après 7 mois de travaux. L'aménagement optimisé leur a été ouvert aujourd'hui. Il aura mobilisé plus de 700 000 € dans le cadre de la rénovation urbaine de la ville de Cayenne. Et puis, le lycée agricole de Matitia a ouvert ses portes aujourd'hui à Makouria, une journée pour faire découvrir au grand public ses programmes, ses produits bio du terroir guyanais cultivés sur place. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant le journal de TF1. Ce sera juste après la météo développée par Christine Lauréat. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.